Bonjour Rachel Israël et merci Alors beaucoup. attendez, je crois qu'il faut que je dise, j'ai compris. Voilà, Ça marche? C'est bien? ça marche. Ok. Voilà, donc merci d'être ici aujourd'hui. Vous allez nous parler d'Israël. Vous êtes psychanalyste, ancienne secrétaire générale de l'association Israël-France de victimologie de l'enfant, ISAC. Vous êtes également l'ancienne présidente des études Freud-Lacan Israël-France. Et je vous ai sollicité aujourd'hui pour parler de la force des images, de leur nécessité, de leur acceptation ou inacceptation par certains. Et donc, votre expertise sera aujourd'hui très importante. Je vais peut-être situer le contexte avant de vous passer la parole. Parlons de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Les Israéliens ont organisé, après le massacre du 7 octobre, le visionnage des images d'horreur indicibles infligées aux enfants, aux femmes, aux hommes dans les kibboutz Be'eri, Kfar Gaza, Reim. La vidéo a duré 47 minutes. Les Israéliens ont décidé de ne pas montrer cette vidéo à tout le monde. Elle a été réservée à certains journalistes locaux, à certains journalistes étrangers, aussi à certains membres de la Knesset. Alors, nombreux étaient ceux qui n'ont pas pu tenir jusqu'au bout, qui se sont évanouis, qui ont tenu 2 minutes au moins, et ça, on le sait de leur récit. Tout le monde dit que les images sont insoutenables, car la cruauté avec laquelle les gens étaient tués est inimaginable pour nous aujourd'hui. Alors, c'est aussi pas les habitudes éthiques du judaïsme en ce qui concerne les juifs religieux ou séculiers de montrer des images crues. On ne le fait pas, on ne le fait pas ni dans les médias, ni en règle générale, on ne montre pas le sang et les corps déchiquetés. Malgré toutes les atrocités que nous avons connues en tant que peuple durant l'existence d'Israël, on ne voyait pas, avant ce massacre, dans les médias israéliens, le sang, les cadavres, les enfants brûlés. Et alors, comment ça a commencé? On a eu d'abord des récits, et c'était les récits horrifiés des témoins, et les témoins premièrement concernés, des gens de Zaka. Zaka, ça veut dire Zioui Korbanot Hasson en hébreu. C'est une organisation caritative volontaire qui comprend des bénévoles ayant des connaissances médicales et qui ont aussi une très grande force psychique pour supporter ce qu'ils ont à voir. Mais on n'a pas montré ces images à tout le monde. C'est seulement dans un deuxième temps, quand le monde a fait mine de ne pas croire ce qui s'est passé, que la décision de les montrer a été prise. Alors, je voulais vous poser plusieurs questions. Et donc, voici la première série de questions. La toute première, quel est l'impact des images? Et pourquoi cela agit sur le cerveau plus que le récit? Pourquoi montrer ces images? D'où vient cette décision? Et pourquoi les montrer aux journalistes et aux députés de la Knesset et pas à tout le monde? Enfin, en tout cas, les Israéliens moyens n'ont pas vu ces images. Je voudrais bien que vous puissiez nous expliquer ça aujourd'hui parce que vous êtes spécialiste de ces questions et surtout vous êtes spécialiste des traumatismes des enfants notamment et des adultes aussi en général. La parole est à vous. Bien sûr. Donc d'abord, ce que l'on voit rentre directement dans le cerveau par le sensoriel. Dire on voit, on entend, on touche, ça n'est pas encore enveloppé par le symbolique. Qu'est-ce que c'est le symbolique? C'est la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Excusez-moi de le dire à quelqu'un qui enseigne comme vous la linguistique, mais la parole, c'est ce qui vient se mettre, c'est ce que ont décrit tous les philosophes et les linguistes, c'est ce qui vient se mettre à la place de la chose. Il y a la chose que Freud appelait das Ding, c'est-à-dire le fait massif, la chose massive. Je touche ça, je ne sais pas ce que c'est dur. Bon, je vais regarder, puis je vais dire, ah, c'est une boîte en bois. D'accord. Donc, la boîte en bois, d'un seul coup, des sons, un mot que je vais pouvoir, si on m'a appris à lire, repérer, vient se mettre à la place de la chose, ce qui fait que je vais pouvoir aussi en parler. Sans ça, on connaît la fameuse phrase de Lichtenberg, un couteau sans lame à qui il ne manquait que à quoi il ne manquait que le manche. Bon, en mots, c'est très joli, mais si on le représente, vous voyez rien. C'est ça la différence entre le mot qui vient se mettre à la place de la chose et la chose sur laquelle vous butez. Si vous mettez la main dans le feu, vous dites, ah, bon,
Si vous dites, faut pas, si vous dites à l'enfant, tu touches pas au feu, regarde le feu, ça brûle, tu touches pas au feu, il enregistre avec des mots, il enregistre avec une explication, il enregistre avec une image qu'il va voir, mais qui est entourée de ce qu'on appelle donc le symbolique qui vient à la place de lui prendre sa main et lui mettre dans le feu. Bon. Donc, on considère que de regarder les horreurs qui s'est passées va peut-être convaincre les gens qu'il y a eu des abominations de commises. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup fait des recherches sur la Shoah. Donc, j'ai beaucoup visionné de documentaires. Et malgré ça, j'ai vu, sans le vouloir d'ailleurs, une image, une photo qui a donc été prise par un des assassins. Et mon cerveau n'a pas enregistré tout de suite ce que je voyais. C'est-à-dire, c'est tellement atroce que notre cerveau marche selon des modèles. On sait ce que c'est une forêt, on sait ce que c'est le ciel, on sait ce que c'est la Knesset, on sait pas. Et je n'ai pas compris ce que je voyais. Et c'est quand je me suis penchée pour observer que j'ai dit, oh mon Dieu, c'est une atrocité sans nom. Alors, comme il y a eu des réactions dans les médias, sur les réseaux, dans les journaux, qui mettent en doute le degré d'atrocité, le degré d'abomination qui ont été commises le 7 octobre, on s'est dit, en publiant une partie des documents, des petits films, des photos qui ont été prises par les assassins, hein, ce sont eux qui se prennent. Après, on en parlera. Pourquoi? On s'est dit, au moins, ça sera des preuves. Alors, comme vous l'avez très bien dit, les Juifs sont très sensibles au respect qu'on doit donner au corps du défunt ou à celui qui souffre, et puis aussi à l'image. Tu ne feras pas d'image, on se méfie des images. Pour la raison que j'ai dite, plus profonde encore, mais parce que l'image vient massivement bloquer la pensée. On regarde la statue et qu'il est beau, Apollon, etc. Bon, mais qu'est-ce que c'est Apollon? Qu'est-ce que c'est une statue? Qu'est-ce qu'on projette sur lui? Qu'est-ce qu'on attend de ce morceau de pierre, etc. L'image trop forte bloque la pensée. Pour penser, il faut des mots. Pour penser, il faut un peu se reculer et dire ah oui, ça signifie ça, etc. C'est-à-dire la représentation de quelque chose. Le mot vient représenter quelque chose qui ne bouge plus en quelque sorte l'élaboration psychique. Donc on s'est dit, les Juifs se disent, on ne peut pas non plus montrer, par exemple, ça a commencé entre 2000 et 2005, quand il y a eu ce qu'on appelle, nous, la période des grands attentats, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près un autobus qui volait en éclats tous les 3 jours. Une horreur totale, des horreurs totales. Et les premiers bus, ce qui restait des bus avec les cadavres à côté, ont été publiés dans les journaux. Et c'était tellement insoutenable, y compris pour les familles, qu'on a décidé qu'on donnerait toutes les informations chiffrées, tous les récits, toutes les explications, et qu'on ne publierait pas, ou qu'on publierait de très loin brouillé. Donc, cette position, elle est restée. Mais là, elle est mise en question parce qu'on se dit, si on ne montre pas, on ne va pas être cru. C'est tellement incroyable, mais vraiment, que pour réaliser ce qui s'est passé, il faut des preuves sensorielles et tangibles. Ceci dit, ça ne règle pas tous les problèmes parce que j'ai tout de suite lu sur des réseaux sociaux, aussitôt après, tout ça, c'est de la propagande sioniste. C'est pas très difficile de faire un montage. Alors, il faut dire que ceux qui disent que c'est pas très difficile de faire un montage, ils en savent quelque chose. Parce que de multiples montages ont été faits qui, par exemple, transposaient des images de la guerre de Syrie à Gaza.
On disait, ah ben voilà, les Israéliens, regardez cette pauvre enfant qui hurle devant le corps de ses parents. Oui, sauf que c'était en Syrie, c'était pas... Bon. Donc les montages, on sait ce que c'est. Et immédiatement, les réseaux sociaux ont dit, c'est de la propagande sioniste, ce sont des montages, c'est pas très difficile. Bon. Il faut ajouter, donc ça pose un problème. Est-ce qu'on prend la responsabilité de publier ce qui va choquer les familles, de voir le corps des leurs, en quelque sorte, réduit à néant, profané, morcelé, c'est vraiment abominable. Et alors on ne sera jamais cru, ou est-ce qu'on choque les consciences et on montre ce qui est? Il faut aussi dire que quand on montre ce genre d'image, on touche dans l'inconscient ce que nous, les psychanalystes, nous appelons les fantasmes originaires, les fantasmes premiers, les fantasmes de la petite enfance. De quoi parle-t-on? Tout petit bébé, tout petit enfant a à un certain moment ressenti des terreurs. Pourquoi? Parce que justement, avant qu'il soit plongé dans un bain de langue qui va lui dire oh là là, regarde, on va te baigner, c'est chaud, mets ta petite main dedans, etc. Si on ne fait pas ça, si on n'accompagne pas le petit par des mots, il est plongé dans une espèce de chaos de sensations. Mais il ne sait pas dire c'est froid, c'est chaud, c'est doux, c'est pas doux, j'ai peur, où est ma mère, il fait froid, il ne sait pas dire ça encore. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui vient l'envelopper avec des mots, ces fantasmes originaires sont des sensations de terreur, sont des sensations qui sont dénuées de sens, vraiment quelque chose de chaotique comme le tohu vavohu dans lequel le monde était plongé selon la Bible. Et de ces fantasmes originaires, il reste toujours quelque chose dans l'inconscient profond qui fait, par exemple, qu'il y a des situations qui provoquent des paniques. Qu'est-ce que c'est que des paniques? C'est que d'un seul coup, on ne comprend plus où on est, on ne comprend plus ce qui se passe, et on est replongé dans quelque chose qui est le socle, en quelque sorte, des premières images qui vont former la psyché. Donc, on s'est dit aussi, si on montre ça, c'est réveiller toutes les peurs, toutes les paniques, tout ce que les êtres humains ont enfoui à l'intérieur pour justement bien colmater ces peurs premières. Alors, excusez-moi, je vous interromps pour un instant. Justement, le fait de ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a marqué profondément, je crois, tous les Juifs du monde, et pas seulement ceux qui étaient en Israël, parce que nous vivons aussi sur ce que vous appelez, les historiens appellent la mémoire longue. Et c'est la mémoire de la Shoah qui touche encore ma génération, qui est inscrite dans notre ADN. Et donc, pour nous, pour tous, c'était un choc terrible. Et c'était immédiate dans cette horreur que nous n'avons pas vue notre génération, mais que nous connaissons, nous portons en nous. Et donc, c'était absolument épouvantable, sans voir les images, juste en attendant les récits des gens. Tout à fait, tout à fait. Mais je crois aussi qu'il y a une mémoire des pogroms. Même si ça ne s'appelait pas les pogroms dans les pays musulmans, il y a eu des massacres. Il y a une mémoire des massacres. Et le premier mot qui est venu d'ailleurs dans les premiers témoignages du 7 et du 8 octobre, c'était le mot pogrom. Et j'ai lu aussi longuement des descriptions de pogroms écrits par des gens qui en ont réchappé, en particulier beaucoup d'enfants petits qui ont vu aussi exactement ce que les enfants du 7 octobre ici ont vu, c'est-à-dire leurs parents massacrés devant eux. Et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, la première idée, ça a été « Ah mon Dieu, je ne pensais pas, moi, de mes yeux, voir un pogrom. Je pensais lire, je pensais abstraitement me représenter avec des mots. Je ne pensais pas être sidérée par des images de corps qui jonchaient. Là, il y a une route immense qui était jonchée de corps démembrés. Donc, c'était aussi un pogrom. C'est une chose, c'est un pogrom. Donc on se pose cette question-là. Est-ce que le fait de vouloir témoigner de ce qui s'est passé et qu'on ne vienne pas nous faire du négationnisme au présent nous donne la permission de risquer de traumatiser beaucoup de personnes qui verront ça?
Alors, il y a plusieurs professeurs psychothérapeutes de post-trauma qui se sont érigés contre ça en écrivant des articles et en disant on ne peut absolument pas se permettre de traumatiser tous les spectateurs qui vont voir ça, et s'il y a des fuites, et s'il y a des fuites sur le net, et si des enfants le voient, etc. C'est une vraie question. Mais d'un autre côté, je pense qu'on doit quand même permettre à ceux dont c'est le métier d'informer, c'est pourquoi on a pensé aux gens des médias, dont c'est le métier de gouverner, c'est-à-dire de prendre la responsabilité face aux réalités qui ont toujours un côté politique parce qu'elles regardent tous les citoyens. Tous les citoyens d'Israël auraient pu être touchés par ça. On apprend maintenant qu'ils entendaient vraiment continuer leur chemin, progresser et toucher d'autres villes. Et personnellement, moi, je suis pour justement proposer, comme je crois que c'est fait en ce moment, aux députés de plusieurs parlements, aux journalistes de plusieurs grands médias, à des gens qui prétendent informer sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui prétendent donner leur point de vue, c'est vrai, c'est pas vrai, je pense qu'il faut les encourager à venir voir ce documentaire fait de vidéos filmées par les propres acteurs du meurtre et des assassinats. Il y aura évidemment, il y aura des gens qui vont avoir du mal à s'en défaire après. Mais la professeure qui lutte le plus contre ça a dit ça va traumatiser toute une génération de gens. Et puis ensuite, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'il va se passer d'autres événements dans le monde. Un événement pousse l'autre et les gens oublieront. Alors, si les gens oublient, ce n'est pas un traumatisme. Un traumatisme, on ne l'oublie pas. Hein, on peut dire, mon Dieu, j'ai vu un film d'horreur, j'ai vu Alien 2 ou 3, ça m'a marqué, et puis bon, c'est un film. Mais si elle craint que ça ne serve à rien en plus, eh bien, c'est que ce n'est pas un traumatisme. Donc, si ce n'est pas un traumatisme, si c'est juste un film d'horreur qu'il voit, et puis disant, mon Dieu, il va falloir 2-3 jours pour que j'oublie ça, ça vaut la peine de le montrer pour que ne soit plus affronté un déni, si je puis dire, en direct. Oui, mais on sait très bien aussi que, bon, je vais dire deux choses. C'est peut-être une interprétation fautive. Je pensais que si on avait montré ces images aux Israéliens, la colère, non seulement le traumatisme de la population entière aurait été horrible. Et peut-être qu'on pourrait même pas pu la retenir. Je ne sais pas si c'est une bonne interprétation, mais je pense qu'il y avait aussi ce genre de considération dans la retenue pour ne pas montrer ces images à ceux qui Sur le vivent moment, avec ces mais gens-là. moi je pense que la colère dont vous parlez, elle existe. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, donner de l'énergie en ce moment dans la guerre et aux citoyens. Nous avons de l'énergie, les soldats partent à la guerre, pas du tout la fleur au fusil, pas du tout. Ce sont des gens extrêmement responsables qui ne vont pas pour massacrer tout ce qui sera sur leur passage. Mais ils vont pour ne plus permettre qu'une telle abomination se renouvelle. C'est-à-dire, quand on lit dans les journaux la vengeance d'Israël, non, ce n'est pas la vengeance d'Israël, mais c'est la prévention pour que ça ne se répète pas. De même qu'on dit la Shoah n'a jamais pu ça, et malheureusement, oui, encore une fois ça pendant une journée entière. Ce qui en ce moment donne la volonté de réagir, de se battre et de ne plus permettre que de telles horreurs aient lieu, c'est justement la prise de conscience de ce qui s'est passé. Mais qui comment... ne ressemble à rien d'autre, qui ne ressemble même pas. Et Dieu sait que c'était effrayant, les autobus, c'était effrayant. Mais malgré ça, ça ne ressemble pas à ça.
il y a eu torture, il y a eu démembrement de personnes vivantes, il y a eu mutilation de personnes vivantes, il y a eu mutilation d'enfants devant leurs parents, il y a eu mutilation de parents devant leurs enfants. Et si j'ose aller jusqu'au bout, il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs, des familles entières. Et on a vu ces images, c'est-à-dire que certaines images ont quand même fui, on les a vues. Mais comment expliquez-vous que, comme après la Shoah, il y a tellement de gens qui nient l'existence de ces images, malgré les évidences, malgré le fait que certaines de ces images ne viennent pas des caméras des journalistes israéliens, qu'on soupçonne toujours de faire de la propagande, mais ça vient des caméras des gens qui ont fait ça. Donc, deux questions. Comment vous expliquez que le négationnisme continue à exister malgré les images? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment expliquez-vous la jouissance mortifère qui a fait que les tueurs et les massacreurs ont pu se filmer et envoyer tout ça sur leurs réseaux sociaux? Alors ça, c'est le sommet de la perversion. Je vous rappelle que les nazis faisaient ça. Hein, les nazis filmaient leurs exactions. Et très longtemps après, on a retrouvé chez certains nazis, par exemple, des photos qui portent dans leur portefeuille de gens torturés ou de gens pendus. C'est-à-dire, c'est une telle jouissance pour eux de regarder les victimes des sévices qu'ils leur ont fait subir, qu'ils les regardent de temps en temps, comme nous, on peut regarder de temps en temps un joli bouquet de fleurs ou la photo du petit quand il avait 3 ans. C'est très difficile à comprendre, mais c'est la perversion des monstres qui ressentent quand ils font le mal une espèce de jouissance comme s'ils étaient Dieu. Ils sont Dieu. Ils donnent la vie et la mort. Ils décident qui vivra, qui ne vivra pas. Et ils donnent même plus. Ils donnent la douleur. Ils brisent les gens. Ils brisent les corps. Ils brisent les âmes. Et c'est cette toute-puissance, ce narcissisme tout-puissant qui est très difficile à comprendre pour l'être humain à peu près normal. C'est très difficile. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans ces villages. D'abord, ils ont préparé, maintenant on s'en aperçoit très à l'avance, très soigneusement. Ils ont écrit, il y a des documents écrits qu'on a trouvés sur le terrain, etc., comment faire. Ils avaient même écrit des choses qu'ils n'ont pas faites, qu'il fallait manger le foie et le cœur des assassinés. C'est dire à quel degré d'animalité, à quel degré de barbarie ils sont arrivés. Alors, c'est la haine, c'est une espèce d'ivresse de haine. Comme il y a des gens qui sont fous d'amour et qui sont prêts à donner leur vie pour leur enfant ou pour la personne qu'ils aiment, eux, ils se sont enivrés de haine. Et c'était très intéressant parce qu'il y a eu l'autre jour un homme d'une 40aine d'années qui est israélien et juif, et il n'est pas né juif, et il n'est pas né en Israël. Il est né à Gaza. Et il a raconté que c'était un enfant rebelle et qu'il n'était pas aimé par sa famille. Et que quand sa sœur de 12-13 ans a disparu, probablement assassinée par la famille, crime d'honneur, dit-on, il a vraiment posé trop de questions. Et sa famille l'a mis dehors, l'a jeté à la rue. Il a vécu comme il a pu, et puis il a été recueilli par une espèce d'école coranique, etc., où on lui a appris le Coran, bon, ce qui ne l'a pas tellement enthousiasmé. Et vers 15-16 ans, il a fui, il a réussi à passer en Israël. Il est passé en Judée-Samarie. Et un soir qu'il avait faim, il a été trouvé par des Juifs. Et ils ne lui ont pas posé de questions, ils lui ont dit t'as faim, ben viens à la maison. Ils lui ont donné à manger, ils l'ont habillé, etc. Et il a été sidéré. Et quelques années plus tard, il s'est converti, il a un nom tout à fait israélien. Mais il connaît bien les gens de Gaza et du Hamas. Il dit que sa famille était du Hamas. Et il dit
croyez-moi, ce n'est pas l'occupation, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas qu'on est enfermé à Gaza ou qu'on est sur un territoire exigu, c'est la haine du juif, c'est la volonté d'éradiquer le peuple juif de la région si on peut et de la terre si c'est possible. Et je crois que c'est la grande erreur qu'on a commise, nous, les Israéliens, les Juifs, c'est de penser qu'ils avaient la même rationalité que les Occidentaux. Et que si leur sort s'améliorait financièrement, si on les laissait rentrer travailler, si on se fréquentait les uns les autres, et toutes les personnes des kibboutz qui ont été massacrées étaient des gens pacifistes qui allaient chercher les malades pour leur faire passer la frontière ou les accompagner et les faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Donc on a pensé que si on était humaniste, j'ai envie de dire si on était normaux, eh bien eux aussi comprendraient qu'il n'y avait pas de raison de se haïr tellement, etc. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et il y a un citoyen israélien qui a dit quelque chose qui est assez humoristique. Il a dit ce qu'on a oublié, c'est que nous, on pense en yiddish et eux, ils pensent en arabe. Oui, c'est tout à fait vrai, mais voilà une autre question à laquelle je n'ai pas pensé. Mais on sait que récemment, Ahed Tamimi, la jeune Jeanne d'Arc palestinienne, qui soi-disant incarnait la volonté de l'autonomie palestinienne, pas du tout du Hamas, voilà qu'il a publié sur son compte Twitter que les Juifs, on n'avait pas encore vu ce dont on est capable. Hitler, ce n'est rien à côté. Nous allons manger votre crâne et votre foie. Donc exactement ce que vous dites. D'où la question, quand on parle de la perversion, en tout cas en psychanalyse, on parle d'une certaine structure qui n'est pas propre à tout le monde. Mais quand on entend cela et quand on voit la jouissance des foules, ça c'est très perturbant parce qu'on fait toujours la séparation entre les pervers, massacreurs, tortureurs et les gens normaux. Et quand on entend la jeune fille dire ça, que Hitler ce n'est rien à côté de ce qu'ils sont capables de faire, comment interpréter ce genre de dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la perversion de la culture? Parce que nous sommes nés tous égaux. Est-ce qu'il y a des cultures qu'on peut qualifier plus perverses que d'autres? Mais écoutez, c'est ce qui s'est passé avec le nazisme. Je me souviens aussi d'avoir vu un documentaire avec des nazis devenus, des anciens nazis devenus âgés, qui témoignaient et qui racontaient. Alors, il faut dire que je ne me souviens plus, il devait y avoir 18 cas. Il y avait 3 cas qui disaient si c'était à refaire, je le referais. On avait bien raison de voir les choses comme on les voyait. Et puis les autres non, on disait on a réfléchi vraiment comment c'était possible. Mais il y en a un qui a dit une chose très intéressante. Il a dit j'avais 4 ans quand je suis rentrée au jardin d'enfants. Et depuis que j'avais 4 ans, j'entendais tous les jours dire faut pas t'asseoir à côté des juifs, ils sont sales, ils ont plein de poux. Faut pas parler à des juifs, ils sont très dangereux. Faut pas t'approcher des juifs, tu peux avoir des maladies. Faut pas aller dans le magasin juif, ils vont te voler ton argent. Il faut pas croire ce que disent les juifs, ils sont toujours en train de mentir. Il avait 4 ans. Il dit, quand vous entendez ça depuis votre petite enfance et que vous l'entendez dans toute la société, comment voulez-vous le remettre en question? Et ça veut dire que le fait qu'il ait pu s'en sortir, comme certains qu'on connaît ici, Après, ça veut dire que c'est possible. il a été dans la Wehrmacht, etc. Mais après, il a réfléchi. Alors, on sait bien, parce que là aussi, c'est documenté. Il y a des films qui montrent ce qu'on apprend aux enfants palestiniens du Fatah, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, du Fatah, de Yasser Arafat, etc. Et du Hamas, on leur apprend, dès qu'ils sont petits, tout petits, vous les voyez tout petits, avec le serre-tête, avec tout ce qu'il faut d'écrit en arabe du Coran dessus, on leur apprend comment il faut tenir une arme, comment il faut manier une arme,
On leur apprend à répéter les Yaouds, les Juifs, il faut les tuer, il faut les détester, ils sont dangereux, etc. C'est la même méthode. C'est exactement la même méthode. Et moi, j'ajoute quelque chose qui n'a pas à voir directement avec ce qui s'est passé, qui est plus général. Je pense que tant qu'on enseignera aux enfants musulmans à égorger des moutons depuis qu'ils sont petits, on aura un problème de violence. Parce que justement, il n'y a pas ce symbolique qui vient à la place du mouton. Nous, quand on fait la cuisine de Pessah, on n'égorge pas son mouton. Il a été tué comme on tue les animaux, mais on ne le met pas dans la baignoire pour l'égorger le lendemain et dire à l'enfant, tiens le couteau comme ça et pas autrement. Il y a donc un rapport à la violence qui est encore extrêmement primaire, disons. Où là, le symbolique n'est pas venu. Les histoires de crimes d'honneur, moi je me souviens d'un film qui avait été pris par un drone, où on voyait 3-4 hommes assis à Gaza, devant leur maison, et puis d'un seul coup, la sœur aînée rentre dans la maison, les hommes se regardent, elle ressort au bout de 2 minutes, le père et les frères la suivent, le drone les suit aussi, ils vont l'assassiner. Parce qu'elle avait dû faire quelque chose qui n'était pas acceptable pour la famille ou pour le Coran. C'est quand même quelque chose qu'on a du mal à imaginer. C'est leur fille, c'est leur sœur. Si, Donc, il y a on une peut, culture de la violence. oui, ça, on en a parlé beaucoup avec Fadila Maharouchi, qui est une Marocaine, belge d'origine marocaine, et qui raconte cette histoire dans plusieurs rencontres qu'on avait organisées de la violence interfamiliale, justement. Et elle parle du fait que cette violence s'adresse souvent aux femmes. Nous Oui. l'avons connue, enfin, nous la connaissons en Israël parce que justement au mois d'août, je crois que tout le pays, bien avant le 7 octobre, a été violemment bouleversé par les meurtres qui étaient commis dans les villes israéliennes par des Arabes, des Israéliens musulmans. Et c'était des crimes d'honneur souvent. Donc ça veut dire que cette culture persiste et que cette violence, on peut aussi la retrouver bien évidemment quand on parle des massacreurs du 7 octobre, hein, surtout à l'égard des femmes. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est pourquoi il y a une pétition qui court pour demander justement que les ONG, que les groupes de féministes, pour une fois, ne se taisent pas et s'en mêlent, parce qu'il y a eu des images de corps féminins démembrés, ventrés, tout ce que vous voulez. Et puis il y a eu une image qui s'est répandue aussi, où la jeune femme, bon, on lui avait flouté le visage, elle est toute jeune, hein, c'est une adolescente, elle a les mains liées et elle a tout l'entrejambe inondé de sang. Donc on devine plus ou moins ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a aussi trouvé dans les fameux documents qui sont restés sur le terrain des injonctions euh, à violer systématiquement toutes les femmes et à essayer de rapter le plus de femmes possible. Et il y avait même cette phrase assez cynique, prenez les belles et laissez les moches, quoi. Bon. Il y avait aussi le viol des corps, c'est-à-dire que les femmes étaient Oui, tuées et on a trouvé aussi les corps violés. oui. Ça, Les ça, corps violés, les corps profanés, les corps amputés. Mais vous savez, quand on entend l'interrogatoire des gens qui ont commis ça, parce qu'on les entend, ils ont l'air normal. C'est ça Oui, qui est très étonnant sur les vidéos qui ont été diffusées. Quand on les regarde, on a l'impression que ça peut être notre voisin du palier. mais écoutez, moi j'ai fait attention à ça. Très souvent, quand il y a des crimes euh, de meurtre d'enfants ou de pédérastie ou des crimes pervers contre des femmes dans le monde entier et qu'il y a une enquête de voisinage,
vous entendez les gens dire « Oh, mais c'est un voisin charmant. Mais moi, plusieurs fois, il a gardé ma petite fille quand il y avait de la pluie et que je ne pouvais pas être rentrée. Mais c'est pas possible que ça soit lui. » Ça ne se lit pas sur la personne qu'à un moment donné, elle va laisser libre cours à sa perversion. D'autant plus que les pervers ne sont pas des idiots, loin de là. Ils savent très bien cacher leur jeu. Ils savent très bien quelle impression donner, justement, pour attirer la confiance et qu'on ne se méfie pas d'eux. Et qu'on leur donne la clé de l'appartement si on est en retard. Donc, tous les nazis n'avaient pas l'air de ce qu'ils avaient l'air à Auschwitz. C'est de ça qu'il faut se souvenir. Les monstres, ça ne se lit pas. C'est pas Quasimodo. Quasimodo, c'est Victor Hugo, c'est très beau. Mais les monstres, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, au fait que la violence est intrinsèque à la culture qui s'est abattue sur nous, enfin, si on peut parler de la culture, et que ce n'est pas seulement une perversion, c'est aussi la déshumanisation totale des juifs, en l'occurrence, pas des gens, mais des juifs. Les femmes, les enfants, ça compte pas, ce sont des sous-hommes, en fait, pour ces gens-là qui ont commis ces Ouais. meurtres. Je crois que les Noirs aussi, les Noirs ne sont pas très heureux Chez dans, les la musulmans. culture, Ouais. dans la culture musulmane. Oui. Et ça m'amène à une autre question. Quand on a vu ces images, ou certaines de ces images, et je parle pas uniquement des Juifs, et je parle de ce que j'ai pu entendre de certains militaires ou des gens qui ont regardé ces images, et ils ont pensé que le Tsahal est dans une extrême retenue après tout ce qui a été vu et su. Et en fait, on peut penser, et j'ai pensé à ça en pensant à Poutine, c'est pas un très bon exemple de l'humanité et de l'humanisme, mais en 2002, quand il y avait des attentats à Moscou, et c'était des attentats à une bombe, il n'y avait pas de torture, il y avait un massacre de civils par un acte terroriste, Poutine, il n'y a pas de mutilation, il n'y avait pas de cruauté qui était dirigée contre tous ces gens-là. Il a mis feu sur l'antre du terrorisme tchétchène et depuis, ça s'est jamais produit. Et personne n'a jamais rien dit. On n'a pas eu les manifestations contre la barbarie russe. Et donc, quand on a vu ces images et quand on sait qu'Israël n'a pas effacé immédiatement Gaza de la face de la terre, et je pense, parle bien de deux entités, on peut prendre conscience du fait que l'armée israélienne agit avec beaucoup de discernement. Mais est-ce qu'on peut en prendre conscience si on n'a pas vu ces images? Si on n'a pas les preuves incontestables que les images n'ont pas été fabriquées par la propagande sioniste, mais que ça vient des meurtriers eux-mêmes? Alors, je pense qu'il y aura des images de. Enfin, nous, on les voit à la télévision israélienne. Il y a des journalistes qui rentrent avec les soldats et on voit presque même les combats. Mais d'abord, ce sont des combats contre des gens surarmés. Et malheureusement, on a des morts aussi, nous, dans les rangs de nos soldats. Mais ce qu'on voit, c'est aussi comment Tsahal perd même de sa propre force. Parce qu'il attend, il répète aux populations de fuir, de ne pas rester là où ils vont bombarder parce qu'ils savent qu'en dessous, il y a des bunkers où sont retranchés les terroristes du Hamas, les bunkers étant absolument impressionnants à voir, des étages et des étages sous terre. Bon. Mais on a toujours fait ça, c'est-à-dire en ce moment on le fait, on a toujours fait ça. Toutes les opérations qui ont été faites contre Gaza quand ils nous lançaient des missiles, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est la seule population qui recevons des centaines et des milliers de missiles en une journée, qui ne font pas la une des journaux. Hein. On ne dit pas, ces pauvres Israéliens, ils sont encore reçus 1000 missiles sur la tête en une journée. Non, ça, on ne le lit pas. Bon. Mais quand il y a ça et qu'on répond, qu'il y a eu des. Il y a une alerte. Il y a une alerte. On doit arrêter l'émission.
sais pas où j'ai mis mon téléphone. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous reprenons Moi, notre... je fais rien, hein? Non. Non, non, vous ne faites rien, vous répondez aux questions. Donc, nous, on va reprendre la fin de cette émission. Et merci beaucoup à Rachel Israël de revenir sur son poste parce que effectivement, comme vous allez le voir, je vais mettre la capture d'écran, l'alerte a sonné à Tel Aviv à 17h11 et donc on a dû s'arrêter. Comme ça, on voit bien que les Israéliens ne vivent pas Ça tranquillement, existe. contrairement à ce que racontent ici beaucoup de médias. Voilà. Donc ici, c'est ça, c'est le réel qu'on a vécu ensemble en direct. Donc, permettez-moi quand même de vous reposer la dernière question pour aujourd'hui, mais peut-être qu'on reprendra les choses au fur et à mesure. Et c'est une question qui porte sur le négationnisme, parce qu'on le voit absolument partout. Je vais parler de deux cas que vous connaissez. Le premier cas, c'est le cas israélien. On sait qu'une députée arabe de la Knesset, Iman Yassine Khatib, a nié les violences commises par le Hamas alors qu'elle n'a pas vu la vidéo, elle a refusé de le voir. Et Mansour Abbas, qui est le leader du parti islamiste, ça existe en Israël, il a quand même parlé du fait que, et lui, il a vu la vidéo. Et donc, il a fait une proposition de la virer du parti. Je ne sais pas si vraiment ça a eu lieu ou pas, mais donc. Elle est revenue, c'est-à-dire elle n'a pas été rejetée par le parti parce qu'elle est revenue sur ce qu'elle avait dit. Elle avait elle a dit, j'ai juste parlé de ce que j'ai vu. Dans ce que j'ai vu, il n'y avait pas de viol et il n'y avait pas, etc., etc. Bon, donc elle a arrangé ça et elle est restée. Mais on voit aussi aujourd'hui, et surtout à la gauche, et surtout à la gauche radicale, que certains membres de LFI, notamment David Guiraud, dit que les Israéliens inventent des histoires, qu'il n'y avait pas des femmes éventrées, que c'était un mythe, qu'il n'y avait pas de bébés mis au four, et que c'est tout au contraire, ce sont les Israéliens qui font ça, qui ont fait ça, et sur sa chaîne, sur son fil Twitter, il a mis une vidéo où un homme raconte que pendant ce qu'il appelle le massacre de Deir Yassin et ce que beaucoup d'historiens arabes en langue arabe appellent non pas le massacre, mais une bataille. C'est très important de Et préciser. c'était une bataille, oui, oui. C'était une bataille. Il raconte que les Israéliens sont venus et ils l'ont obligé à mettre son bébé dans le four. Comment les choses de cet acabit sont possibles? Pourquoi, selon vous, en tant que psychanalyste, comment vous expliquez ce négationnisme qui est conjugué avec une perversité, avec un cynisme incroyable? Alors, écoutez, d'abord, moi, je pense que l'idéologie, à un certain degré, par exemple, quand c'était l'idéologie soviétique, stalinienne, etc., elle n'est plus rationnelle. Elle est l'expression d'un désir. On veut que le monde marche comme ça. On veut que tout soit parfait en Union soviétique. On veut que les Juifs soient absolument le mal. Alors, je regrette, je n'ai pas retenu le nom de celui qui a dit ça, mais j'ai trouvé la formule très bonne. Quelqu'un a dit, ce n'est pas que les Juifs font toujours le mal, c'est que le mal, c'est ce que les Juifs font. C'est-à-dire que dès que c'est un Juif qui fait quelque chose, ça devient le mal. Hein? Maintenant, c'est très bien d'être no borders, pas de limites, pas de frontières, on circule, c'est formidable. Et il y a un siècle, on accusait les Juifs d'être de mauvais citoyens, des traîtres, parce qu'ils se promenaient toujours d'un pays à un autre, ils parlaient plusieurs langues, ils n'étaient pas fiables, etc. C'est-à-dire que si c'est le Juif qui le fait, oh là là, c'est pas recommandable. Et donc, il y a une décision dans l'idéologie qu'on va prendre telle grille de lecture, et la grille de lecture, c'est que, quoi que disent les Israéliens, c'est-à-dire les Juifs, hein, maintenant c'est clair, quoi que disent les Juifs, ils arrangent l'histoire pour avoir raison. Et il y a un philosophe allemand
qui s'appelle Matthias Kunzel, qui dit « L'antisémitisme fonctionne à l'inverse de la logique, car les Juifs sont vus comme persécuteurs même quand ils sont les victimes. » C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, quel est le mécanisme psychique à la base de ça? C'est que pour continuer à avoir raison, je vais dire ça n'a pas eu lieu, c'est les Juifs qui l'inventent, ou je vais dire ça a eu lieu. Mais ça a eu lieu parce qu'on nous l'a fait avant. Nous avons été les premières victimes de ces Juifs. C'est eux qui nous ont d'abord persécutés, donc nous, on se défend comme on peut. Mais en réalité, le mal, c'est eux qui l'ont fait en premier. C'est ce qui se passe. Parce que Dir Yassin, c'est un combat où il y a eu des civils arabes, palestiniens tués. C'est incontestable. Pas dans la proportion où on le dit. Bon, il n'y a aucun Israélien qui en est fier. Il y a eu un combat dans toute l'histoire d'Israël. Je voudrais bien savoir dans quel pays on peut dire la même chose et faire le même décompte. Bon. Donc, à partir de Dir Yassin, qu'on monte en Oradou, on se permet tous les actes de terreur depuis 1948 qui sont commis envers les Juifs. Parce que le mécanisme est donc un mécanisme de projection. C'est vraiment comme dans la cour de récréation. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui, d'abord. Et ensuite, c'est lui, parce que c'est lui qui est jaloux de moi, c'est lui qui voulait mon ballon, c'est lui qui me trouve qui se trouve plus grand et plus beau, etc. C'est la projection du mal qu'on a à l'intérieur sur celui qu'on veut persécuter. Mais on veut le persécuter parce qu'il y a déjà une décision d'aller avec son désir, avec sa pulsion. Et ce dont on parlait tout à l'heure à propos des enfants élevés dans la violence, c'est le contraire de ce que quelqu'un comme Gérard Rabinovitch appelle le travail civilisationnel, c'est-à-dire Freud, évidemment, élabore ça tout au long de sa vie. Il y a un travail de culture qui est fait chez tout petit être humain, et ensuite l'adulte continue sur ça, pour réprimer ses pulsions. Alors, quelquefois, on le dit verbalement, on dit « Ah, je tuerai celui-là ». Oui, mais on ne va pas le tuer du tout, hein, on ne va même pas le bousculer dans la rue. Bon, c'est l'expression de l'antipathie, mais la pulsion de mort, la pulsion d'agressivité, la pulsion de haine, elle est refoulée, elle est colmatée. Ça va. Mais il y a des cultures où ça n'est pas comme ça, où le travail de civilisation n'est pas fait, et où, au contraire, l'expression de la pulsion est cultivée, parce que est encouragée, développée, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, si je puis dire, torturer les corps à ce point-là, il faut vraiment céder à des pulsions tout à fait archaïques. Tout à fait archaïques. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de faire à un chien ou à une bête ce qu'ils ont fait à d'autres êtres humains. Donc, il y a ce mécanisme de projection. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a commencé et c'est lui qui est coupable. Hein, ce n'est pas moi, moi je fais que me défendre. En fait, on le voit très bien dans les slogans qui circulent dans de nombreuses manifestations pro-palestiniennes, Israël assassin. Et c'est là où on peut pas penser et parler de l'accusation projective. On accuse les Juifs du sort qu'on leur inflige ou bien qu'on veut leur infliger. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est très mystérieux parce que, bon, je crois que tous les juifs et tous les penseurs juifs ont réfléchi sur ça. Et ça commence avant le christianisme, hein, ça commence avec Strabon. Avant le christianisme, il y a déjà une haine du juif. Alors, parce qu'il est pas comme les autres. Avant, on avait plusieurs dieux, et voilà que lui, il n'a pas de Dieu, il n'en a qu'un, et même il n'en a pas parce que quand on rentre dans le temple, on ne voit rien. Bon. Donc, c'est pas comme tout le monde. Et puis après, ça devient le contraire. Alors, tout l'Occident reconnaît Jésus, les Juifs disent ah, non, nous, on croit en un seul Dieu. C'est tout le temps en porte-à-faux. Et l'énigme, c'est pourquoi ça déclenche une telle haine. J'avais une amie qui était une grande psychanalyste, qui
s'appelait Janine Chasguet-Smirgel, et qui donnait une explication assez simple et belle. Elle disait que l'humanité n'a pas pardonné aux Juifs d'avoir développé l'histoire d'Abraham, à qui Dieu interdit d'avoir puissance de vie et de mort sur son enfant. C'est-à-dire, s'inscrit, si on prend la Bible comme un mythe, s'inscrit dans ce mythe biblique l'interdiction, fût-ce au père qui a engendré cet enfant, de le tuer. Même si c'est ton Dieu qui te le demande, tu ne touches pas à ton enfant. Et de cet interdit grandiose de disposer de la vie, même du plus proche, que tu as engendré, eh bien, l'humanité a du mal à accepter ça. C'est comme si elle disait, ces Juifs, ils nous donnent tout le temps des leçons de morale, ils nous donnent tout le temps des leçons d'éthique, il faut tout le temps être à la hauteur du bien, rechercher le bien, la civilisation, etc. C'est pas commode et haro sur eux. Et c'est vraiment une grande énigme de l'histoire, parce que si on regarde bien, c'est un des peuples qui n'est pas parfait, des imbéciles parmi nous, il y a des gens pas gentils, mais on a aussi apporté beaucoup de bien à l'humanité. Quand on regarde toutes les découvertes médicales, toutes les découvertes technologiques qui arrangent la vie des gens, il y a un grand pourcentage de juifs par rapport au petit nombre statistique que les juifs représentent dans le monde. On est quand même très présent dans tout ce qui a un peu arrangé, rendu bonne la vie sur cette planète et la vie ensemble. Eh bien, il y a des gens qui nous aiment, hein. Il y a des gens qui nous aiment. Moi, j'ai des amis, des groupes d'amis comme ça, qui en ce moment sont à nos côtés alors qu'ils ne sont pas juifs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne nous aiment pas et nous le font savoir. Mais nous gardons toujours l'espoir, comme dit l'hymne Nous national. gardons l'espoir et comme dit quelqu'un que je connais, qui est un jeune homme de 35 ans environ, il me dit la grande différence, c'est que maintenant on a une armée. Et c'est la vérité, on a une armée de défense. C'est vrai. Merci On beaucoup. fait plus. Merci à Merci vous. beaucoup, Rachel Israël.